Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h21. Avec nous, Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale. Patrick Legras, bonjour. Bonjour. Alors, question toute simple. Est-ce que vous, ce matin, vous annoncez la levée de tous les blocages, de tous les barrages? Est-ce que la coordination rurale dit ce matin à tous les agriculteurs qui la suivent, on arrête provisoirement les manifestations? La coordination rurale, on n'a pas fait trop de bruit, mais on a déjà donné notre point de vue par la voix de notre secrétaire général hier matin. C'est-à-dire que suite à tous les problèmes que l'on a eus avec les gardes à vue, avec des coûts et des suivis qui vont être quand même, qui vont pas être neutres, on avait déjà donné on va pas dire l'ordre, puisque nous, c'est la base qui prend la décision. Je dirais de bien réfléchir, et pour ceux qui souhaitaient partir comme les tracteurs qui étaient dans Saône-et-Loire du 47, de lâcher s'il y avait des soucis ou s'il y avait des tensions. Il faut savoir que on avait des blocages à 2 km d'Orly où il n'y avait pas de gendarmes. Nous, on avait plusieurs centaines de gendarmes autour de Sully-sur-Loire à 150 km depuis déjà quelques temps. Donc bon, il y a 2 poids 2 mesures suivant, je pense, les syndicats. Il n'y a pas eu de dégradation. Donc là, on était arrivé à des dossiers. Moi-même, je suis intervenu à Rungis et tout ça. Il y avait, paraît-il, dégradation. Il n'y avait pas dégradation. Il y avait, paraît-il, une plainte. J'ai eu directement le responsable de Rungis. Il n'y aura pas de poursuite. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Mais il n'y a pas de plainte. Donc je pense qu'on fait mousser. Moi, la coordination, je dirais, avait prévu de se mobiliser par rapport à la détresse, et on l'a vu du monde agricole, et à ce niveau-là, tous les syndicats, même les indépendants, sont venus pour dire ça va, stop, ça ne peut plus continuer comme ça. Après, voilà, chaque réseau et chaque syndicat... Non, je vous dis ça parce que la Confédération paysanne poursuit le mouvement, reste mobilisée, vous restez tous mobilisés, évidemment, mais poursuit le mouvement. Est-ce que vous poursuivez le mouvement ou pas ? Après les annonces de Gabriel Attal. Aujourd'hui, il y a les annonces de Gabriel Attal et les annonces du président de la République. Moi, je garderai la dernière phrase du président de la République qui a dit, je cite, « Le combat va continuer ». Oui. Donc, nous restons au moins sur ce dossier-là, nous sommes d'accord. Le combat va continuer, c'est évident. Mais vous levez les manifestations. Nous, c'est la base qui commande. C'est la base qui commande. Certes, une grande partie ont arrêté. Certains étaient encore, j'en ai eu ce matin, souhaités pour différentes raisons rester encore sur le terrain. Dans 3 semaines, nous avons le salon agricole. Aujourd'hui, beaucoup, comme les gens de la CR47, sont partis parfois pendant 10 jours. Il y avait soit une décision de remplacer ces gens-là, soit de prendre du recul sur le mouvement avec le salon qui attire énormément de monde dans 3 semaines. Nous avons pris cette deuxième option, surtout que des décisions, normalement, doivent être prises, d'après le président et monsieur Attal, avant fin février. Bon, donc vous attendez les décisions. Mais pour l'instant, vous attendez les décisions dans vos exploitations, si j'ai bien compris. Nous attendons les décisions pour la France sur nos exploitations. Nous avons hier vu, je pense, enfin c'est pas moi mais le président et le secrétaire général, quasiment l'ensemble des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Nous allons rejoindre aussi et nous allons intervenir à Bruxelles, puisque nous étions déjà passé là-bas mercredi dernier. Là, j'ai vu que c'était une autre mobilisation avec les Belges. Les Hollandais vont les rejoindre, les Espagnols, les Grecs. Donc, je pense que la tension agricole européenne ne faiblit pas. Après, justement, j'étais avec des gens, par exemple les taxis, ils me disent depuis que vous êtes là, on a perdu 20-25%. Donc, ça a handicapé aussi l'ensemble des travailleurs de ce pays. Et je pense que c'est pas le but recherché. C'est pas le but recherché. Donc, laissons circuler tout le monde, si je comprends bien. Bon, Patrick Legras, sur les annonces, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas? On va pas reprendre. On va pas reprendre toutes les annonces. J'ai eu le président de la République, il a même parlé des œufs, tout ça. Nous, c'est pas nous on est. C'est quoi la principale? C'est le prix. C'est le prix à la production. La principale chose qui est très très importante, qui n'a jamais été dite par un ministre ou un premier ministre, c'est de dire, comme la culture, on pourrait avoir, je dirais, l'exception agriculturelle. Donc ça, c'est une avancée qui est pas négligeable, qui aujourd'hui, on ne sait pas
par quoi elle va se traduire, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais entendu depuis 40 ans. Sur le reste, il y a des avancées financières qui sont quand même assez légères. Le Premier ministre, je n'y suis pas allé, c'est mon homologue Édouard Legras, on n'est pas en famille, qui s'est rendu... Mais 400 millions quand même, 400 millions. Non mais ça veut rien dire, 400 millions, oui, 400 millions sur 400 000 agriculteurs. Il y a 150 millions pour les éleveurs, ça dépend. 400 millions sur 400 000 agriculteurs, c'est 1 000 euros par exploitation. C'est pas ça. Le problème aujourd'hui, c'est que le Premier ministre qui vient d'arriver, il y a quand même eu plusieurs négociations, il y en a eu plus avec d'autres syndicats que nous, mais les gens qui ont négocié ont dit, sur cette démarche, il y avait vraiment une volonté et plusieurs explications, mais j'y étais pas, ça a duré plusieurs heures. Il y a des choses où je pense que le Premier ministre n'était pas vraiment au courant, ou l'explication qui lui avait été donnée par d'autres personnes n'était pas forcément la même que nous. Il a parfois été surpris, donc je pense qu'aujourd'hui, après 10 jours, lui donner un peu de temps, sachant qu'on doit se revoir très rapidement au salon, avec des mesures concrètes d'ici là, avec des échanges qui vont se faire tout au moins avec nos responsables syndicaux, je pense que c'était de l'ordre du raisonnable, surtout qu'on nous avait bassiné depuis 10 jours que ça allait finir comme les gilets jaunes, comme beaucoup de choses, donc on voulait aussi montrer et prouver... Les agriculteurs ont été responsables ? En ce qui nous concerne, le syndicat de la coordination rurale, oui. Mais tous les syndicats ? Je ne vais pas parler pour les autres syndicats. Oui. Aujourd'hui, on était tous autour de la table. Pourquoi cette désunion syndicale, d'ailleurs, qui a émergé tout au long de cette... Mais non, ça n'a pas émergé, ça a été mis au point. Il faut savoir que la coordination rurale, sous l'égide de Jacques Legnaud, s'est séparée de la FNSEA en 92, et c'est un mouvement qui s'est développé doucement mais sûrement. Et aujourd'hui, on représente à peu près de 20 à 25% des agriculteurs avec des chambres, c'est-à-dire des majorités dans certains départements, mais on fait pas de bruit, on n'est pas là pour faire le buzz, on n'est pas en cogestion, puisque ça c'est un choix, on ne représente que des agriculteurs de la base, 100% de notre mouvement c'est des agriculteurs, on n'est pas des grosses structures, mais on a des convictions qui depuis 30 ans font leur chemin, et c'est vrai que ces convictions sont plus sorties là depuis une dizaine de jours, parce que je pense qu'on colle à la demande du consommateur, et on colle à la demande du consommateur, c'est un bon produit au bon prix. Et si possible, toute la difficulté. Et si possible, français. Et si possible français, mais c'est toute la difficulté. C'est pas une difficulté, c'est... Mais comment faire quand je prenais l'exemple de la tomate. La tomate marocaine, tomate cerise, qui arrive à 1 € la barquette dans un supermarché, qui est vendue à 1 € la barquette dans un supermarché, si elle est française, elle est vendue 5 fois plus. Pourquoi 1 € de l'heure la main-d'œuvre au Maroc, 14 € de l'heure la main-d'œuvre en France? Alors, comment faire? Vous avez pris un exemple, je vais en prendre un autre. Oui. En 97, quand je démarrais, le blé était à 1300 francs la tonne, c'est-à-dire 190 €. La baguette était vendue 1 franc. Oui. Aujourd'hui, on est à 190 €, toujours les 1300 francs. La baguette, elle est vendue 1 €. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est des produits. Ça, c'est une réalité. On est toujours la variable d'ajustement. C'est-à-dire, quand il y a un problème, on a des contrats sans prix, on a parfois des paiements au bout d'1 an de nos produits. Ça, c'est des accords qui ont été faits en dehors de la coordination rurale, avec évidemment des tractations où nous n'avons jamais été présents. Après, vous allez interviewer beaucoup de personnes, poser la question aux gens qui ont des coopératives, ont des agro-industries. C'est pas nous. Parce que j'entends, il faut supprimer, il faut interdire toutes les importations venues de l'étranger. Mais les rayons seront à moitié vides dans les supermarchés, c'est pas possible. Vous avez totalement raison. Avant de faire marche arrière, il faut arrêter l'hémorragie. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de la philosophie, c'est un peu comme de l'idéologie, je dirais, écologique. Il faut avoir des objectifs, mais il faut être réel. La réalité, vous avez totalement raison. Aujourd'hui, plus de 50% de notre alimentaire vient en dehors de France. Ben oui. Voilà. Donc mais il faut poser la question à cette dégradation qui a eu lieu depuis des années. Aujourd'hui, le moins d'agriculteurs, moins de prix, moins de marge, moins de transparence. Vous savez, là, on dit on va avoir plus de contrôleurs. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez vu, sur toutes les alimentaires, on a des pastilles. Si vous mettez sur la pastille
produits hors France ou hors normes françaises, je pense que ça, c'est aussi important que de mettre des contrôleurs. Oui. Je suis moi-même à une interprofession depuis des années, pommes de terre. On nous dit, il faut prendre des décisions. Je vais le dire, je vais me faire tuer mais en pommes de terre, c'est un produit qui s'est fort développé. C'est un produit, vous le savez, qui va de 1 à 10 au niveau prix. Mais lorsqu'il faut sanctionner certaines grandes distributions parce qu'ils sont pas bons en qualité, ils sont pas bons en calibre, enfin je vous passe, c'est des meilleurs. On prend, vous savez, c'est un peu comme disait Coluche, une sanction, au bout de 10 actions, vous pouvez être dégradé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une volonté de transparence et de sanction parce que c'est pas dans l'air du temps. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde veut bien faire. Mais vous savez, toujours un peu, à la limite, et puis à force, à la limite, quand on la repousse, on arrive à des choses comme on peut voir, des poulets qui peuvent être travaillés en France, qui viennent d'Ukraine, qui ont 2 ans de congélateur et qui vont être marqués produits en France. La traçabilité, la loi Egalim, ça veut rien dire. La traçabilité, on suit un produit, on marque produit en France si la chaîne ou l'ensemble vient en France et est produit en France. Donc il y a toujours des débordements. Ça existe pour certains produits agricoles d'ailleurs. Pour quasiment cette manque de transparence existe depuis des années et on a du mal à passer le cap de dire allez, on met les choses sur table et le consommateur doit savoir ce qu'il peut manger. Merci beaucoup. Merci Patrick Legras d'être venu nous voir ce matin, porte-parole de la coordination rurale. Bien, 9h32, nous allons changer de sujet dans un instant, n'est-ce pas, Benjamin On va Glaise complètement changer de sujet où on va parler des SUV, la votation pour savoir à Paris si le stationnement sera plus cher ou non. On en parlera. Faut-il interdire les SUV en ville? Marie Chéron, responsable des politiques véhicules pour l'ONG Transport et Environnement. Présent également Fabrice Godefroy, expert mobilité environnement pour 40 millions d'automobilistes. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. SUV. On entend ces 3 lettres sans cesse. SUV. Les SUV. Les SUV, ce sont des véhicules plus lourds qu'un véhicule standard, plus long et plus large. C'est bien cela, non ? Oui ou non? Alors, je présente mes 2 invités. Marie Chéron, qui est responsable des politiques véhicules pour l'ONG Transport et Environnement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Fabrice Godefroy, qui est expert mobilité environnement pour 40 millions d'automobilistes. C'est Bonjour. cela? Bonjour. Un SUV, c'est cela? C'est un véhicule plus long, plus lourd, plus large. Vous dites par standard. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule standard? Oui. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est qu'un véhicule standard? Est-ce qu'on parle d'une berline? Est-ce qu'on parle d'un break? De quoi on parle en fait? Plus gros qu'un véhicule standard. Ça veut strictement rien dire. Bon, mais plus lourd. Plus lourd, ça dépend. Et puis surtout, il faut comprendre pourquoi c'est plus lourd. Oui. Non, mais ça. Il y a des raisons d'accord. à laquelle savoir pourquoi c'est plus lourd. Alors. Il n'y a pas que les SUV d'ailleurs qui sont plus lourds. Je vais donner des chiffres pour ouvrir le débat. En 2023, les Français ont acheté un peu plus d'1 700 000 véhicules neufs. Véhicules neufs. C'est 16% de plus qu'en 2022. Il y a une augmentation, forte augmentation, croissance, qui a profité surtout aux SUV. 47% des ventes. Et oui, 47% des nouvelles immatriculations concernées des SUV, c'est 2% de mieux qu'en 2022. La progression fait des SUV le type de voiture le plus vendu dans notre pays, juste devant les berlines. Tout juste devant les berlines. Bien. La taille des voitures, depuis 10 ans, a progressé. Logique. A augmenté. 1 cm tous les 2 ans en Europe. En moins de 3 décennies, 30 ans, les voitures se sont alourdies de près de 250 kilos. Le poids moyen d'un véhicule représentait 975 kilos en 1990. Il est aujourd'hui d'1 tonne 233. Oui, tout ça, vous confirmez. Ah oui. Pourquoi d'ailleurs? C'est très simple. Bon, déjà, le SUV a remplacé, vous savez, on avait le monospace qui était sorti dans les années 84 à l'époque, par Renault. Puis après, on a eu des très très grands breaks qui étaient plutôt longs, moins hauts, mais plutôt longs. Donc à la limite, au niveau de la place d'ailleurs, ça posait aussi un problème. Pourquoi les SUV pourquoi les véhicules d'une façon générale grossissent? Parce qu'il n'y a pas que les SUV. Vous prenez une Fiat 500 des années 80 ou une Golf des années 80, la taille et le poids, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est complètement logique. Pourquoi ils grossissent? Parce qu'il y a de plus en plus d'options de confort,
des options de dépollution, des options de sécurité, et notamment pour les options de dépollution, c'est des choses, des normes qui sont demandées notamment par les écologistes, notamment la Commission européenne. Donc on ne peut pas placer des nouvelles technologies obligatoires, que ce soit des filtres à particules, des systèmes SCR, des turbos, et dire bah tiens c'est bizarre, le véhicule là s'alourdit. La prochaine norme Euro 7, donc qui va bientôt arriver, on va mettre un système de récupération des particules liées à la liaison au sol. Parce qu'il y a un rapport de l'ADEME qui a montré que maintenant, plus de la moitié des particules ne venaient plus de l'échappement, mais venaient de l'abrasion des pneus et du freinage. Bien sûr, mais bien donc sûr. les constructeurs, il va falloir qu'ils trouvent une technologie pour récupérer ces particules. Mais forcément, ça va alourdir une fois de plus le véhicule. Bon, et puis, alors, juste une chose, je finis. Oui. On a aujourd'hui des véhicules électrifiés, hybrides. Oui. Donc thermique plus un moteur Qui électrique. sont lourds. Donc forcément, ça alourdit le véhicule, c'est logique. C'est logique. Alors Marie Chéron, vous allez répondre. Je rappelle que dimanche, les Parisiennes et les Parisiens sont appelés à voter pour ou contre une augmentation du tarif de stationnement des SUV dans la capitale. Des bureaux de vote seront ouverts dans tous les arrondissements. La question, pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des véhicules, des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes. Voilà la question. Marie Chéron, vous votez pour ou contre ? Alors, ce que je vais voter importe peu. Oui. Vous irez voter, Marie Chéron ? Vous irez voter ? En tant que Parisienne, oui, je pense que c'est vous irez important voter. de se déplacer quand il y a une votation citoyenne et quand on nous pose la question. Je trouve ça important aussi qu'on demande aux citoyens de s'exprimer sur la place de la voiture en ville. Parce qu'en fait, c'est ça la question. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on doit accepter que les voitures soient de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, de plus en plus impactantes pour l'environnement ? Et à cette question, il y a un sondage qui a été mené par Opinionway avec l'association Respire. Ils ont posé la question aux Parisiens. Les Parisiens sont à 61% favorables à ce qu'il y ait effectivement un tarif un peu plus important pour les véhicules qui sont les plus gros. Alors Lyon et Marseille, c'est en route aussi. À Lyon, c'est déjà fixé, et à Marseille aussi. Réfléchissez. C'est une question qu'on retrouve en France, dans différentes villes, et aussi au niveau européen. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Marie Chéron, pourquoi faut-il interdire les SUV en ville ? Là, je provoque un peu, parce que la volonté, c'est cela. La volonté, c'est de faire sortir des centres-villes les véhicules les plus encombrants. Peut-être les plus lourds, non ? Les plus lourds, oui, parce que finalement, les gros véhicules n'ont pas de place en ville. Quand vous avez un véhicule de 2 tonnes, non, il n'a pas de place en ville. Pourquoi ? Parce qu'un véhicule, c'est pas si logique que ça, déjà, l'augmentation du poids. Donc, on est à 200 kilos de plus. Un véhicule sur 2 qui arrive sur le marché déborde des places de stationnement. Vous avez 1,80 m en place standard. 1 sur 2 arrive, il déborde. Ça fait quoi quand un véhicule déborde sur la chaussée ? Ça crée une insécurité pour les autres usagers. Les véhicules les plus hauts sont aussi, créent une certaine insécurité pour les autres usagers de la chaussée, en particulier les piétons, etc. Donc il y a une question d'insécurité pour les autres usagers, et il y a tout simplement cette question du partage de l'espace. Est-ce qu'on peut se permettre, dans un espace qui est limité, où on a des automobilistes, des cyclistes, des piétons, des personnes vulnérables, etc., se dire qu'on peut avoir des voitures de plus en plus grosses dans la ville ? Bah non, parce que la ville, elle n'est pas élastique. Donc on a cette question de partage. Donc il y a vraiment cet enjeu de justice sociale. Il y a quelques éléments qui expliquent logiquement que les véhicules grossissent, mais il y a surtout aussi une surenchère qui a été la logique des constructeurs pendant quelques années, qui fait que les véhicules sont de plus en plus gros, de plus en plus chers aussi. Un SUV, c'est difficile des fois à analyser la différence entre les véhicules classiques et les SUV. Un SUV, c'est 200 kilos de plus en moyenne. C'est 20% d'émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie en moyenne. C'est aussi 40% plus cher en moyenne. Par rapport à quoi ? Donc c'est par rapport vous prenez la voiture standard, la petite voiture qui n'a rien à voir. Non, pas la voiture standard. Vous prenez par exemple un studio avec un 4 pièces. Non, pas du tout. Et on dit tiens, c'est marrant, il y a une différence de prix. Non, pas du tout. On évalue les modèles classiques avec les modèles SUV, parce qu'en fait, des SUV, vous en avez aussi sur par des... rapport à une berline. Non, parce que vous avez... Le SUV est un terme générique. Donc en fait, vous avez des citadines qui ont leur équivalent en SUV. La nouvelle R5 qui sort, c'est un SUV aussi. Vous avez la petite IC3 est aussi une plateforme rien dire, d'ailleurs, SUV. C'est juste, nous on compare par exemple la 308, la 3008, le VVF a fait l'analyse.
On a 111 kilos de plus. Juste le changement, c'est 308 berlines classiques, 3008 SUV. 111 kilos de plus, 14% d'émissions de CO2 en plus. Donc, on peut le refaire sur tous les modèles, mais en fait, c'est ce grossissement. Comment ça sert un SUV d'ailleurs ? Déjà, c'est une voiture familiale qui a remplacé effectivement. À une époque, on avait, dans les années 2000, on était beaucoup sur des breaks. Donc, c'est une voiture plutôt familiale à l'origine. Mais de toute façon, SUV, ça veut strictement rien dire. Il y a des tout petits SUV qui sont parfois plus petits, d'ailleurs, que certaines petites berlines. Et puis, comme je l'ai dit, donc il y a des options. Alors sur le thermique, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'options qui fait que le véhicule grossit. Et sur le véhicule électrique, il y a aussi un autre problème, c'est que aujourd'hui, vous l'avez dit, on achète des véhicules plus chers, notamment sur les véhicules électriques par rapport à un véhicule thermique, mais avec moins d'autonomie. Donc, il faut se mettre à la place des automobilistes. Ils achètent des véhicules électriques plus chers qu'un véhicule thermique à l'époque, parce que justement, sur des petites citadines, il y a une petite batterie, donc une faible autonomie. Les prochaines petites voitures électriques qui va être champion du leasing social vont avoir des autonomies de 300 en WLTP, c'est-à-dire en homologué. Donc on sait que c'est même un peu moins. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même un recul. C'est la première fois que dans l'automobile, on a un recul au niveau de l'autonomie. Donc pour essayer de garder une certaine autonomie, surtout sur une voiture familiale, et ben forcément, c'est des véhicules qui ont une grosse batterie, et si elle a une grosse batterie, forcément, elle est plus lourde. Donc voilà. Alors après, une petite citadine, si c'est pour le quotidien, pas de problème. Mais c'est pas une voiture familiale. La batterie va baisser. Je vais interrompre ce débat quelques instants parce que j'ai un peu de pub à passer, mais Marie Chéron, je vais vous donner la parole. En fait, le fond du problème, c'est que dans les grandes villes, on veut chasser la voiture. C'est ça la réalité des choses. Et pas qu'à Paris. À Paris, à Lyon, à Marseille, dans combien de capitales européennes ? Partout dans les grandes capitales, dans les grandes villes européennes. Bien. Oh, Marie Chéron, on va en parler. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Marie Chéron, responsable des politiques véhicules pour l'ONG Transport et Environnement, et Fabrice Godefroy, qui est expert mobilité et environnement pour 40 millions d'automobilistes, sont avec nous. Le fond, la réalité, c'est qu'on veut chasser les voitures des centres-villes, dans les grandes villes. C'est ça la réalité, disons clairement les choses. Peut-être qu'à terme, il faudra effectivement chasser les voitures. Mais en fait, je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Il n'y aura pas d'interdiction, on ne va pas chasser, il ne faut pas forcément sortir les grands mots. Il y aura toujours des voitures en ville. Chasser. À force de mettre des normes et des interdictions, on va les chasser quand même. Non, la question, c'est quelle place pour la voiture ? Est-ce qu'on en a des millions qui circulent dans des villes denses, ou est-ce qu'on réduit la place de la voiture pour que les voitures dont on a vraiment besoin puissent circuler de manière fluide, et que les autres usagers aient de la place pour circuler en toute sécurité. Et quand je dis les autres usagers, je parle des cyclistes, je parle des piétons, il y a des enfants qui doivent aussi pouvoir circuler et qui ont besoin d'être en sécurité. Donc il faut que tout ce monde-là puisse circuler. C'est ça le sujet. Donc la voiture doit retrouver sa juste place. Alors, à Paris, c'est sûr qu'on veut chasser la voiture. De toute façon, il y a une... Il n'y a pas qu'à Paris, dans toutes les grandes villes d'Europe. Là, on parle parce qu'il y a la votation de Paris. Bon, d'accord. Sur la votation de Paris, il y a les zones de trafic limité. Donc ça, c'est pour enlever les voitures. Il y a les zones de faible émission. D'ailleurs, le système du poids des véhicules n'est pas dans les vignettes critères. Non. Ce qui veut dire qu'on peut avoir aujourd'hui un très 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 gros SUV avec un très gros moteur, avec une vignette critère 1, voire même verte si elle est écologique. Curieux, ça. Donc il faudra m'expliquer quand même la cohérence par rapport et le paradoxe par rapport à ça. Un peu curieux. Et puis, deuxième chose... il y a eu un sondage qui était très intéressant de TomTom qui ont montré les villes qui étaient les plus embouteillées en France. Donc Paris premier, deuxième Bordeaux, troisième Lyon, quatrième Grenoble. D'ailleurs, la coloration de toutes ces mairies sont assez vertes d'ailleurs. Donc, et en plus, ça s'aggrave en plus au niveau de l'embouteillage. Parce qu'à Marseille, il n'y a pas d'embouteillage, non ? 8e dans le classement. Bon. Eh ben, pourtant. Donc, c'est le classement TomTom, vérifié, il n'y a pas de problème. Bon. Et donc ça veut dire qu'on essaye effectivement de réduire la mobilité, notamment au niveau des voitures, sauf que ça ne fonctionne pas, il y a de plus en plus d'embouteillages. Et le problème, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on met la charrue avant le bœuf. Donc s'il y a de plus en plus d'embouteillages, il faut mettre de moins en moins de voitures. Ouais, et puis après, il y a une autre chose à Paris. Circulation, il y a dans une les chose villes. à Paris, je suis d'accord avec vous. Quand on habite à Paris, qu'on travaille dans Paris, pas de problème. 2,2 millions d'habitants à Paris. Il y a 12 millions d'habitants en Ile-de-France. Et pour faire du Paris-banlieue, banlieue-Paris, il y a parfois les transports en commun ne sont pas forcément adaptés. Et on a besoin de sa voiture.
Marie Chéron, c'est vrai? Non mais oui, tout à fait. Après, ça veut dire que quand on veut réduire la place de la voiture, il faut qu'il y ait les alternatives qui vont. Bon, c'est pas le cas. À Paris, on est plein d'alternatives. Il y a plein d'autres solutions aujourd'hui pour se déplacer. Une fois que vous avez passé le périph', c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Donc effectivement, il y a un enjeu à ce qu'il y ait des parkings relais pour qu'on puisse déposer sa voiture. Il y a un enjeu à ce que les transports publics soient accessibles, y compris pour les personnes handicapées. Là-dessus, on a un gros retard. Oui. Donc qu'ils soient plus confortables et que les bus y fonctionnent quand on est effectivement en banlieue et tous les transports intra-banlieue. Mais c'est un système global. Vous pouvez pas freiner les politiques de réduction de la place de la voiture parce qu'on n'est pas encore prêt sur certaines choses. Il faut embrayer les différentes politiques publiques pour qu'il y ait un progrès général. Vous pouvez pas tout bloquer et tout le temps freiner, en fait. Mais on freine strictement rien. Moi, je pense que Paris aurait mérité, effectivement, vous avez raison, un grand plan de la mobilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des pistes cyclistes éphémères, les coronapistes qui sont devenues permanentes. Parfois, c'est même extrêmement dangereux. Vous parliez du danger des voitures qui dépassent. Mais quand vous avez des pistes cyclables qui sont en sens inverse, des voitures dans sens interdit, est-ce que vous trouvez ça sécuritaire? Et puis la dernière votation, Ils sont dans des zones où on circule à 30 à l'heure, ça. oui, mais bon, de toute façon à Paris maintenant c'est 30 km/h. Malheureusement, Oui, on c'est a vrai du que mal c'est à 30 à respecter. l'heure. Il y a des fois c'est pas facile. Oui, c'est sûr. Et la dernière votation de la mairie de Paris, c'était quoi dans la mobilité douce? C'était la trottinette électrique. Oui. Donc c'était un symbole de la mobilité douce, ce que vous dites, des alternatives à la voiture. Bon, et les Français ont voté contre. Oui, non, mais d'accord. Mais bon, c'est vrai pour Paris, mais encore une fois, c'est vrai pour des quantités de Bien sûr. villes. Hein. Marie Chéron. Et je pense que les automobilistes, il faut qu'ils se mobilisent pour qu'il y ait plus de parkings relais, par exemple, pour qu'il y ait plus d'alternatives pour eux, pour réduire leur usage de la voiture. Ça, c'est un combat qu'il faudrait que les automobilistes portent. Oui, mais sauf que les automobilistes, en fait, ils subissent. Regardez, sur le site internet de la votation, il y a marqué que l'objectif, c'est un message lancé aux constructeurs. Je suppose que vous l'avez lu, c'est marqué noir sur blanc. Là, c'est pas un message lancé aux constructeurs. On est en train de voter un triplement de 12 € à 18 € de l'heure, en fait, du stationnement, pour surtout des franciliens d'ailleurs, qui vont être touchés. Lourd, quand même, hein. Mais vous vous rendez compte, pour des franciliens en plus, parce que les franciliens qui viennent à Paris, qui auront en plus même pas la possibilité. Ce sont ceux-là qui sont concernés. Oui, et c'est pas eux qui vont voter. Parce que justement, c'est les Parisiens qui vont voter. Voilà. Les Parisiens, eux, ont tout intérêt à ne pas avoir de voiture. Bien sûr, sauf que les évidemment. Franciliens, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que ce sont les Franciliens. C'est vrai, il y a une incohérence là. Ce sont les Parisiens qui votent. Ça, c'est une Oui, question. mais ce sont les Parisiens qui vivent à Paris aussi. Oui, peut-être. Enfin, oui. Les Parisiens, ils sont. Attendez, moi je peux en parler parce que je suis parisien aussi. On est bien content d'avoir des Franciliens qui viennent travailler dans les magasins, dans les supermarchés. Mais le jour où on les aura plus, les commerces ne fonctionnera plus, on aura quand même un problème. Donc voilà, le problème, c'est qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que on veut réduire la place de l'automobile, on met des alternatives qui fonctionnent pas. La preuve, il y a des embouteillages monstres. Ça va être pareil sur le périphérique quand on va mettre une voie de covoiturage. Sur le principe, le covoiturage, c'est une très bonne solution. Sauf que sur le périphérique, on n'est pas à San Francisco. Hein. C'est une petite voie, on va la mettre sur la voie de gauche. Ça va être extrêmement compliqué. Le périphérique est déjà complètement bouché. Le jour, ça va être extrêmement compliqué quand ça va arriver. Donc on va créer des embouteillages. Et quand on crée des embouteillages, on crée de la pollution. Là, donc je pense en fait, pas c'est le que sens la inverse. votation citoyenne va pas. Enfin, les résultats, même si c'était positif et qu'il y avait un tarif de stationnement plus important pour des gros SUV du type les Land Rover, Range Rover, les Tesla Model X. C'est pas des SUV, ça. Les gros qui sont concernés, c'est les plus de 1,6 tonnes. Des gros 4x4. Donc, si vous prenez les Peugeot 2008, 3008, les Capture, les Dacia Duster, ils sont pas concernés. Si, la 3008, non, la 3008 fait 2 tonnes 100. La i3008, mais les électriques, c'est à partir de 2 tonnes. Oui, 2 tonnes 100, la Oui. i3008. Si elle est trop lourde, elle est trop lourde. Ce que je veux dire... Non, mais ne dites pas qu'il n'y a que des 4x4. Regardez, je vous en sors une c'est direct. les gros modèles. Là, on est sur des gros modèles qui coûtent extrêmement cher. Je vais vous raconter une anecdote. Mais non, j'ai pas le temps. À quoi ça sert d'avoir une voiture familiale? À quoi ça sert d'avoir un 4x4 dans Paris? Non, mais ça, franchement, mais c'est pas un 4x4. pour monter sur les trottoirs. Non, mais je vous dis ça parce qu'un jour, j'ai un ami afghan qui est arrivé à Paris, il a vu des 4x4 sur les trottoirs, il dit, mais à quoi ça sert vos 4x4? Nous, chez nous, ils nous servent, mais à Paris, c'est pour monter sur les trottoirs. Bon, enfin bon, voilà. Parenthèse. Mais oui. Oui, mais bon, là, vous voyez, on fait encore un amalgame entre le 4x4 et les SUV. Le SUV, c'est pas un 4x4. Non, souvent, ils sont pas 4 roues motrices. Et en plus de ça, on a bien le droit d'avoir une voiture familiale. Oui. Et puis, on nous parle de covoiturage. Le covoiturage, c'est quand même plus facile de le faire dans une voiture avec de la place, surtout quand on part en voyage, que dans une Smart de place. Il y a vraiment des voitures familiales qui sont en dessous d'une tonne 6, je vous le rassure. Là, il faut regarder en détail les véhicules qui vont être
qui vont payer plus cher seront vraiment les véhicules juste pour être constructif. Aujourd'hui, parce qu'il faut finir. Là. Aujourd'hui, vous savez Soyez constructif. Allez. Vous savez qu'il y a un malus sur le poids du véhicule. Donc là, c'est en connaissance de cause. Quand les gens achètent ce genre de voiture, ils ont un malus à l'achat du véhicule. Donc là, ils sont en connaissance de cause. Là, la votation pour le stationnement, c'est des gens qui sont pris en otage financièrement, qui ont déjà acheté leur véhicule, qui n'était pas un stupéfiant interdit à la vente, et qui vont se retrouver avec 18 ou 12 euros de l'heure, alors qu'ils avaient une voiture qu'ils avaient achetée, qui n'était pas interdite, et sur lequel, forcément, les franciliens vont avoir un problème énorme à ce niveau-là. Non. Je le redis, les véhicules concernés sont des véhicules qui coûtent eux-mêmes très cher, qui sont pour des catégories sociales très aisées. Donc on n'est pas sur une problématique sociale. Bien. Donc ils peuvent payer. Merci à tous les deux. Merci d'être venus débattre. Nous verrons le résultat de la votation. Lundi, tout de suite, Sud Radio Média, Christine Bouillot et Gilles Gansman reçoivent Axel et Elena, demi-finalistes de la Star Academy. Axel et Elena, tout de suite après les infos. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.